Bonjour, bonsoir et bienvenue à Droit des Réponses. Droit des Réponses est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets d'actualité qui ont retenu l'attention de la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse s'est beaucoup intéressée aux voies des investitures au sein des partis politiques dans le sillage de la présidentielle. Pour reprendre la grande une de Cameroun Tribune, le grand quotidien national bilingue d'information note que les tractations se multiplient au sein des partis politiques afin de trouver le candidat idéal. Les voies des investitures sont selon les formations politiques et selon les dispositions statutaires, les congrès extraordinaires, les conventions, les décisions en comité restreint, entre autres. Et au RDPC alors, comment procédera-t-on ? Selon certaines analystes politiques et des férus du droit, à l'instar de Maître Mbomo Timban, le RDPC, le parti au pouvoir, ne pourra juridiquement pas investir Paul Biya ou un autre candidat à la présidentielle d'octobre 2025. Pour lui, le mandat du candidat Paul Biya comme président national du RDPC est échu depuis le 3 novembre 2016 et l'issue de ce cours que pouvait être le congrès extraordinaire avec le bureau politique est bloqué. Le quorum des 2/3 qui pouvaient être activés ne pouvant plus être atteint à cause du décès de 7 membres et de l'indisponibilité de 2 autres. Quelle est la pertinence d'un tel argumentaire? L'investiture du candidat du RDPC pourrait-elle donc être attaquée dans le processus électoral pour la présidentielle de 2025? Toujours au sujet de cette présidentielle et toujours dans cette édition de Cameroun Tribune du 21 janvier 2025, on peut lire que 18 partis politiques sont autorisés à investir un candidat au scrutin présidentiel d'octobre 2025. Faux tranche Jean-Michel Niteux. Dans un droit de réponse adressé au journal La Capitale Publique, le député soutient que le FCC, qui n'a pas été compté, est bel et bien en mesure de présenter un candidat à la prochaine présidentielle. Le Front pour le changement du Cameroun, de l'avis du député, remplit toutes les conditions énumérées aussi bien par la Constitution que le Code électoral. Quelle est la pertinence de cet argumentaire de l'honorable Jean-Michel Niteux, député de la Nation? Est-ce à dire que le contentieux préélectoral pour la présidentielle 2025 sera houleux? Le Conseil constitutionnel sera-t-il en mesure de gérer ce contentieux ou va-t-il jeter la patate chaude à Elecam, comme il semble le faire avec la plainte du MRC contre Elections Cameroun au sujet de la violation, selon ce parti politique, de l'article 80 du Code électoral sur la publication de la liste électorale nationale, par exemple. Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des Réponses de ce dimanche 26 janvier 2025, convié au débat cette mi-journée. J'ai introduit tout d'abord Maître Augustin Gueffak. Bonjour, bienvenue. Duval, bonjour. Bonjour à mes distingués co-panélistes. Un bonjour spécial à mon ami Teddy et Tala Pierre depuis la Belgique. Merci, Maître Augustin Gueffak, d'être venu sur ce plateau. Vous portez l'étiquette de société civile dans cette émission de Droit des Réponses. Critique, il faut ajouter société civile critique, pas qui collabore. Voilà, parce que il y en a 2 types. Oui, oui. Très bien. Merci pour cette précision, Maître Augustin Gueffak. Maître Joseph-Claude Biliga, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci infiniment d'être là. Oui, merci de m'avoir invité. Ce matin, je ne vais pas être là. J'avais un autre engagement au niveau de l'Église, mais j'ai tenu à être là pour répondre à votre invitation. Je voudrais profiter de votre plateau pour lancer un cri comment je veux dire ça, un cri d'alerte, de détresse. De détresse et auprès des chrétiens de l'Église chrétienne camerounaise qui vivent aujourd'hui le moment très difficile dans leur congrégation. Au moment où l'on est en train de vouloir, comment je peux dire ça, essayer d'assainir le milieu de l'Église réveillée, des crises qui sont dans ces églises aujourd'hui, des églises classiques comme l'EPC aujourd'hui, l'UEBC et hier EEC, risquent plutôt de donner encore beaucoup plus de poids à ces églises qui sont aujourd'hui contestées. Donc je prie seulement Dieu et les chrétiens de l'EPC pour qu'ils fassent chacun à son niveau ce qui est nécessaire pour que la crise qui existe et qui est très grave, qui s'est renforcée avec la dernière Assemblée générale, puisse être atténuée ou bien puisse s'arrêter
pour que les chrétiens retrouvent la voie De la sagesse. Merci Joseph-Claude Biliga d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais vous portez l'étendard du parti au pouvoir cette mi-journée, c'est le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir justement. Sur ce panel, ce dimanche également, Maître Roland Diou, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Fangwa, bonjour à mes copanélistes, bonjour aux millions de téléspectateurs de votre chaîne, en particulier à nos amis politiques encore en prison. J'ai une pensée particulière pour le professeur Alain Foguet, pour Olivier Bibou-Nissak et pour tous les autres de nos amis politiques qui sont encore en prison. J'aimerais, une fois n'est pas coutume, saluer nos camarades qui nous suivent en ce moment partout dans le monde, principalement ceux qui se trouvent actuellement du côté de Babadjou. Merci d'être là, Roland Diou. Vous êtes avocat, mais vous êtes le porte-étendard du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, sur ce plateau cette mi-journée. Edmond Kamgia, bonjour, bienvenue. Bonjour Duval Fangwa, bonjour aux copanélistes. Je renouvelle mes salutations fraternelles, amicales et cordiales aux millions de téléspectateurs fidèles de cette émission, ainsi que ma sincère affection. Edmond Kamgia, je voudrais vous permettre de planter d'abord le décor sur ce premier sujet que nous allons évoquer avant de la parole à Maître Roland Diou. Le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, a saisi le Conseil constitutionnel pour lui demander d'obliger le directeur général d'Elections Cameroun à publier la liste électorale nationale conformément à l'article 80 du Code électoral, cet article 80 qui dispose, je partage ça avec vous, à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiquées par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste nationale au plus tard le 30 décembre. Et la réponse du Conseil constitutionnel qui a donc délibéré en date du 21 janvier dernier, nous ne sommes pas compétents. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Est-ce que ça vous surprend, cette décision du Conseil constitutionnel? En réalité, il faut s'attendre à tout avec le Conseil constitutionnel. Depuis le contentieux post-électoral de l'élection présidentielle de 2018, où il y a eu beaucoup de controverses sur les décisions prises par le dit Conseil. Bon, rentrons sur cette décision-là pour dire que désormais, au moins, ce qui est positif, c'est qu'on a une décision qui est prise par le Conseil constitutionnel relatif à une question précise qui a été posée, présentée, parce qu'après avoir été saisi par cette formation politique, le MRC, le Conseil a dit n'être pas compétent. C'est vrai que le citoyen avisé aurait pu penser le contraire, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, ayant la compétence de sa propre compétence, ait pu prendre une décision contraire, c'est-à-dire se saisir de cette question et dire je suis compétent, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune institution au-dessus du Conseil constitutionnel au Cameroun. Ça, c'est la première réaction. La deuxième, c'est qu'il faut se saisir maintenant de la décision qui a été prise lorsqu'ils se disent incompétents. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, notamment dans les rangs du MRC, c'est une décision qui a quelque chose de positif. Oui, ça peut également avoir un aspect positif. En quoi positif. Donc Parce que pour une fois, on sait désormais que sur cette question-là, le Conseil constitutionnel n'est pas compétent. Et il y a d'autres instances qui peuvent se prononcer et de manière plus efficace et donner des réponses lorsque il y a contentieux. Alors, d'où la réaction de Maître Hippolyte Méli, il faut le rappeler, publié dans plusieurs journaux cette semaine, qui indiquait que il semble que dans la décision qui a été rendue, on leur a dit adressez-vous d'abord à Elections Cameroun. Tout à fait. Et si vous n'avez pas la réponse positive, eh bien, vous devez saisir la Cour d'appel territorialement compétente. Tout à fait. Maître Roland Diou, je voudrais peut-être qu'on commence par baliser un tout petit peu. C'est quoi l'intérêt d'exiger la publication de la liste électorale nationale? Pourtant, comme on l'a entendu de l'avis de certains experts sur les questions électorales,
il y a déjà des listes communales. Est-ce que cette compilation des listes communales par les partis politiques ne donne pas une idée claire de ce que pourrait être le fichier électoral national? Pourquoi aller au tribunal pour une affaire qui, de l'avis de certains, peut paraître banale? J'ai entendu effectivement cet argument que je mets entre guillemets volontairement, parce qu'il ne s'agit pas en réalité d'un argument. La première raison pour laquelle il faut exiger la publication de la liste nationale électorale, M. Fangwa, c'est parce que l'article 80 le dit très clairement. L'article 80 dit que le DG des élections doit faire le travail que lui, il a choisi de faire à l'envers. Le processus est le suivant. On va des commissions locales, des commissions communales de vote vers les commissions départementales. Après, affichage au niveau communal. Puis on affiche, on transmet au niveau départemental. Le département transmet au niveau régional qui centralise et transmet au niveau du directeur général des élections qui publie la liste nationale électorale. Ce n'est pas le processus inverse. Parce que monsieur le directeur général des élections nous dit qu'il a fait son travail parce que la première étape que je viens de décrire a été affichée dans les antennes communales de l'ECA. On lui dit qu'il doit faire ça après la publication dans les antennes communales sur la base des informations collectées de ces démembrements régionaux. De deux, il s'agit de la liste nationale électorale. Il ne s'agit pas des listes électorales. Pour aller plus loin, l'élection présidentielle est une élection à circonscription unique. Il n'y a donc pas possibilité, en ce qui concerne l'élection présidentielle, qu'il y ait des listes nationales, des listes électorales, puisque le corps électoral pour cette circonscription unique, c'est bien l'ensemble du territoire. Et c'est donc le fichier électoral de cette circonscription qui doit être publié. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je vais peut-être rentrer dans des choses un peu plus techniques, c'est que si vous prenez l'article 81, le fameux contentieux du Conseil électoral et de la Cour d'appel, selon l'article 81, concerne les contestations faisant suite à la publication de la liste nationale électorale. C'est-à-dire qu'on a attaché des effets juridiques à la disponibilité de cette liste nationale électorale. Si vous avez l'article 81... Article 81, le directeur général des élections est chargé de la tenue du fichier électoral national. En alinéa 2, tout parti politique, tout électeur, tout mandataire d'un parti ou d'un candidat peut saisir le conseil électoral de toute demande à réclamation ou contestation relative, notamment à une omission, une erreur ou une inscription d'un électeur plusieurs fois sur la liste électorale nationale. Et en alinéa 3, en cas de rejet de la demande, l'intéressé peut former un recours devant la Cour d'appel du ressort d'Elections Cameroun qui statue en dernier ressort sans frais ni forme de procédure dans les 5 jours de la saisie. Merci, M. Fangwa. Si je m'arrête donc sur l'alinéa 2, vous voyez très bien que ce sont des recours qui font suite à la publication de la liste nationale, pas des listes nationales. C'est écrit la liste nationale. Donc, pour les sachants qui estiment que le MRC ne connaît pas le droit et qu'il a saisi le Conseil constitutionnel fallacieusement, il faut se souvenir qu'on est dans un environnement où c'est très facile de faire un déni de justice. Si on avait commencé par saisir le Conseil électoral et plus tard, en cas de silence, la Cour d'appel, elle aurait parfaitement pu dire que j'attends moi-même que la liste nationale soit publiée pour devenir compétente à examiner vos contestations. Quant à ce qui concerne la publication ou le contentieux lié au défaut de publication de cette liste nationale-là, moi, je ne suis pas compétent. Donc, quand le Conseil constitutionnel, et c'est là où je mets de l'eau dans le vin de M. Kamgia, l'intérêt, l'avantage qu'on peut tirer de cette décision du Conseil constitutionnel, c'est que le Conseil constitutionnel a complété l'alinéa 2 de l'article 81 en y ajoutant le contentieux de la publication de la liste nationale électorale. Les conseillers du Conseil constitutionnel étaient saisis, non pas de contestation relative à la publication de la liste nationale, qui est un cas de figure faisant l'objet d'un vide juridique, mais plutôt à l'effet de demander que cette liste soit publiée. Et ils nous répondent en disant que ce n'est pas à eux de le faire, c'est au Conseil électoral qui, s'il ne le fait pas, peut voir sa décision déférée à la Cour d'appel. Donc,
Nous avons une jurisprudence qui comble un vide juridique qui existait avant le 21 janvier. C'est-à-dire que désormais, il n'y aura plus de conflit négatif de loi ou de compétences sur cette question-là. Parce que le tribunal de grande instance qui avait été saisi par le citoyen Abdourahmane, lui aussi était compétent, ne serait-ce que parce que, suivant les règles qui organisent la justice au Cameroun, une autorité qui a une compétence liée et qui ne l'exerce pas peut se voir contrainte de l'exercer par une décision de justice. C'est ce moyen-là que le citoyen Abdourahmane avait choisi. Il a manifestement compétence, même comme le tribunal dit le contraire. De toutes les manières, en ce qui concerne la question de la publication de la liste nationale électorale, il y avait trois voies de droit ouvertes. La première, celle du tribunal de grande instance. Même comme le juge du tribunal de grande instance est déclaré incompétent, sa décision pouvait faire l'objet d'un recours. Le citoyen Abdourahmane a simplement choisi de ne pas relever appel. Donc à l'état actuel, on ne peut pas parler de jurisprudence, mais simplement de décision de justice. La cour d'appel aussi est compétente après le conseil électoral, mais dans un cas de figure qu'il restait à clarifier. Et puis enfin, le conseil constitutionnel compétent parce qu'il est compétent de sa propre compétence. Je vais faire un stop pour expliquer en 2 mots ce que ça veut dire. Dans la hiérarchie des normes juridiques, au sommet de la hiérarchie, on a la Constitution. La Constitution, c'est un peu comme un démiurge. Il se sécrète lui-même à défaut d'être sécrété par le pouvoir constituant. Donc si on se retrouve au niveau du pouvoir constituant, c'est-à-dire l'autorité investie du pouvoir de créer une constitution, il n'y a rien au-dessus. Donc on ne peut pas reprocher aux constituants d'avoir créé des règles constitutionnelles. Le parallélisme des formes voudrait donc que la juridiction chargée de garantir et d'interpréter la Constitution soit investie des mêmes pouvoirs. Donc, même en présence des dispositions de l'article 81 du Code électoral, qui est une loi, le Conseil constitutionnel peut toujours, en vertu du principe selon lequel il est compétent, pour sa propre compétence, s'arroger le privilège de juger de cette affaire, surtout et alors même que d'autres règles l'inclinent à le faire, notamment celles portant organisation et fonctionnement de son instance et la Constitution elle-même. Je rappelle que la saisine qui a été faite, parce que pour ceux qui également veulent donner des cours de droit au professeur Camteau, le Conseil constitutionnel n'a pas déclaré le recours irrecevable. Certains ont évoqué le défaut de qualité, comme si on était dans un contrôle, un contentieux relatif au contrôle de constitutionnalité. Non. Il y a bien des règles dans la loi qui organise le fonctionnement du Conseil constitutionnel qui dans le chapitre intitulé « Autres procédures ». Autres procédures qui donne l'autorisation, la permission aux candidats à une élection présidentielle, à toute personne intéressée, de saisir ce Conseil constitutionnel-là, précisément parce qu'il s'agit de veiller à la régularité des opérations électorales. Et c'est l'article 48 de la Constitution. Parfaitement. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, des consultations référendaires. Il en proclame les résultats. La base légale est constitutionnelle. C'est-à-dire que si la loi vient créer des restrictions dans le champ large de compétences du Conseil constitutionnel, c'est au Conseil constitutionnel de décider s'il s'en tient à ça ou pas. Parce que c'est le Conseil constitutionnel précisément, il a la compétence de sa propre compétence. L'une des choses que nous regrettons vis-à-vis du fonctionnement de ce Conseil constitutionnel, c'est justement que ce soit un simple, devrais-je dire, un simple Conseil constitutionnel. Si c'était une cour constitutionnelle, un organe véritablement juridictionnel, avec des réflexes juridictionnels, avec des réflexes de juriste, je ne remets nullement en cause. D'ailleurs, je me félicite, parce qu'une décision comme celle-ci, dont on peut tirer des avantages positifs, c'est précisément parce que le rapport qui a été fait par le conseiller Adolphe Minkoaché, le professeur Minkoaché, a pris quand même la peine de faire de l'exercice et de la technique juridique. C'est pour ça qu'on peut en tirer, précisément parce que c'est dans les motivations de l'incompétence que le Conseil constitutionnel nous dit qui est compétent. Donc, cette décision est positive parce qu'elle dit qui est compétent pour demander la publication de la liste nationale électorale quand ce n'est pas fait. Alors, Maître Joseph-Claude Biliga, est-ce que vous comprenez cette insistance du MRC à exiger que la loi électorale soit respectée par ELECAM, notamment cette disposition de l'article 80? J'aurais dû commencer peut-être par ça.
Pourquoi ça paraît si compliqué de publier une liste électorale Je ne nationale? travaille pas pour l'ECAM, je n'interviens pas pour l'ECAM. Je ne parlerai pas de l'ECAM. Je parlerai plutôt de la confusion que le MRC veut créer. Il y a deux étapes. Il y a ce qu'on appelle les procédures préélectorales, de l'opération préélectorale. Non, oui. Le contentieux? Non, C'est pas le contentieux. Les opérations préparatoires aux élections. Ok. Et les opérations préélectorales. Deux choses différentes. Ok. Les opérations préparatoires aux élections c'est l'article, je crois, 49, disons-le, 50, donc en commençant par 49. Il est créé des commissions électorales mixtes chargées, oui, respectivement d'opérations préparatoires aux élections, de l'organisation et de la supervision des opérations électorales, des opérations de vote, etc. Sont considérées comme opérations préparatoires aux élections, article 50. L'établissement de la révision des listes électorales, ainsi que l'établissement de la distribution des cartes électorales. Je veux juste m'assurer. Ça intervient. Je veux juste m'assurer. Non, laissez-moi terminer. Vous avez lu la liste électorale ou les listes électorales? Ça intervient avant, en fait, chaque année d'une manière permanente. C'est ces opérations d'opérations préparatoires aux élections. Du 1er janvier au 31 août. Dès lors qu'il y a convocation du corps électoral, nous partons des opérations préparatoires aux élections, aux opérations préélectorales. C'est deux choses totalement différentes. Les opérations préélectorales portent sur les candidatures, sur les sigles, sur le symbole des partis politiques, etc. Et cela implique que les partis politiques se sont présentés aux élections. Ce sont ces partis politiques qui seront aux élections qui peuvent avoir ce contentieux. Ces contentieux sont donc divisés de deux manières. Les contentieux, les opérations préparatoires sont connues au niveau départemental, comme on a dit, avec le préfet, le président de la grande instance, et de l'autre côté, l'article 80 qu'on a évoqué. Alors l'article 80, déjà à partir de l'article 63, le 63 dit: il est créé au niveau de chaque département une commission départementale de supervision chargée de veiller au bon déroulement des opérations préparatoires aux élections et des opérations électorales proprement dites. À ce titre, la commission départementale de supervision contrôle les opérations d'ajustement, des conservations, de révision des listes, connaît des réclamations ou contestations. Tout à l'heure, un entourement, je crois que c'était là. Maintenant, lorsqu'on parle de cette étape-là, et qu'il y a un niveau national, là on est au niveau départemental, on a évoqué l'article 80. Mais, voilà. Donc je dis, les listes électorales, comme les tout à l'heure, sont permanentes. Elles font l'objet d'une révision annuelle sur l'ensemble du territoire national. C'est l'article 74. L'article 80 dit: à l'issue de l'opération de révision, au vu des documents donnés et données communiqués par les démembrements régionaux de l'élection Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. C'est là où nous sommes. Et là, la loi dit 81 dit: le directeur général des élections est chargé de la tenue du fichier électoral national. Alinéa 2, tout parti politique, tout électeur, tout mandataire d'un parti ou d'un candidat peut saisir le conseil électoral et de toute demande en réclamation ou contestation relative notamment à une omission, une erreur, à une inscription d'un électeur plusieurs fois sur la liste électorale. En cas de rejet, la demande, l'intéressé peut former recours devant la cour d'appel. Voilà la disposition qu'a évoquée le Conseil constitutionnel. Il ne pouvait pas, le Conseil constitutionnel, à l'état actuel, intervenir ne s'agissant pas des opérations préélectorales, qui, elles, interviennent à partir de la convocation du corps électoral qui détermine que sont ceux qui sont des candidats, ou il y a donc un contentieux né des candidatures. S'il arrive par exemple un parti politique décide de prendre la couleur du l'UPC, qui sont rouges, noirs, que tout le monde connaît, l'UPCP dit sont de couleurs, qui ont été protégés à leur pays, aucun autre parti. C'est ce contentieux qui sont dit, et c'est ce contentieux qui est du ressort du Conseil constitutionnel. Et je termine en disant que le RDS n'est pas fou. Ils ont, en même temps, ils ont même affirmé avoir saisi également. Ça veut dire qu'ils savaient effectivement que
Ce n'est pas le conseil qui était compétent, mais pour faire bluff du buzz, comme d'habitude, ils l'ont fait, alors que parallèlement, ils saisissaient la juridiction de l'instance compétente, à savoir le conseil électoral, qui est au-dessus de la direction générale des élections. Il faut bien qu'on le comprenne. Ce n'est pas exactement la même chose. Le directeur général des élections, c'est celui qui gère le quotidien des élections, mais le conseil électoral joue, dans le cas d'espèce, le rôle d'une sorte de superviseur, d'une sorte de hiérarchie. Alors, Maître Augustin Gueffac, en écoutant donc Maître Joseph-Claude Biliga, il y a donc un distinguo clair à faire entre les opérations préparatoires aux élections et la phase la phase préélectorale. Et que de ce point de vue, les compétences juridiques ou juridictionnelles sont bien évidemment différentes. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose à son développement, mais je vais m'en tenir à la loi. Quand vous biaisez la loi, vous racontez des carabistouilles au peuple. Pardon? Quand vous biaisez la loi, vous racontez des carabistouilles au peuple. Carabistouille, ça veut dire quoi, maître? Vous allez comprendre. Ce n'est pas une insulte. Non. Ah ben ça va habitué à ça. Avec lui, quand il parle de balineur, c'est une insulte. Et c'est pas normal. Moi, je n'ai pas parlé de balineur. Si tu as commencé, tu as coupé en disant, il faut parler de carabistouille. Vous attendiez. Non, évite. Parlons du droit, laissons les gens. Bon, article 50, il a parlé de la liste. Or, il s'agit des listes. Quand vous mettez les listes à la place de la liste, vous faussez le jeu. Vous mentez à celui qui vous écoute. Ça s'appelle les carabistouilles. L'article 50 dit sont considérés comme opérations préparatoires aux élections, l'établissement de la révision des listes électorales. Je m'arrête là. Alors, je fais simple. Vous êtes de Niachocho et un centre de rassemblement de toutes les inscriptions. Tout le canton Niachocho, à la fin des opérations, on viendra sur le mur de ce grand bureau de Niachocho afficher le nom. Il y aura les tantans, les tontons. S'il y a des confusions, des omissions ou des erreurs, la commission locale, elle se charge de vérifier. Celui de Niachocho, quand il a fini ce nettoyage, le peuple a dit c'est bon. Il envoie dans la région, ce qu'on appelait à l'époque la province. Celui-là aussi, il regroupe, il réduit le volume des papiers. Ça s'appelle toujours des listes, mais régionales. Au Cameroun, le type de Niachocho a publié. Les villageois de ce coin-là, ils ont vérifié avec leurs yeux. Ils ont porté, ils ont donné à la région. Ceux de la région ont visionné avec leurs yeux. Maintenant, tous les résultats de la région qui doivent être entrés dans le bureau du patron de l'ECAM, lui seul, pour constituer une seule liste. Il a pris tout ça, il a mis dans la cantine. En français, en fait simple, c'est ça. Il refuse donc de regrouper les listes de 10 régions pour en faire une seule. Il dit que les listes sont publiées, c'est-à-dire que ce qu'on a fait au premier niveau là, en tenez-vous à ça. Donc celui qui ne parvient pas à vous dire de façon simple ainsi, il raconte des carabistouilles. Alors, est-ce que le contentieux de celui qui a pris le volume des papiers, mettre sous le casier, s'asseoir dessus, et celui qui a affiché, est-ce que c'est la même chose? Il y a un qui cache, il y a l'autre qui présente au peuple. La question qui était posée au Conseil constitutionnel était de savoir quelles sont les fautes qu'on retrouve sur la fiche, sur la liste qui est affichée. La question qu'on lui a posée, monsieur du Conseil constitutionnel, quelqu'un a rassemblé toutes les fiches, il a mis dans une cantine, il s'est assis dessus. Il a dit, contentez-vous de ce qu'on a fait en instance. Amenez-le à faire ce qu'il doit faire. Se lever sur sa cantine, sortir les 10 grandes fiches, transformer ça en une seule fiche et rendre public. L'article 80 parle de la liste nationale. L'article 81 alinéa 1 parle du fichier national.
pour dire la même chose. Est-ce que c'est si simple que ça? Alors, la question qui était posée au Conseil constitutionnel, c'est que, puisque ce monsieur a pris les fiches des dirigeants, il a caché, et que nous, on veut contrôler, nous, on ne peut pas aller le soulever sur son carton, que vous seul, vous êtes compétent pour lui dire, lève-toi sur ces fiches, constitue un seul bloc, rend public, le reste, nous, on va aviser. Le Conseil constitutionnel a refusé de lui dire de se lever sur le carton. A refusé. De lui dire, quitte sur ta cantine, sors les 10 fiches, constitue un seul bloc et publie. Le Conseil constitutionnel a plutôt dit, si ça vous dérange, allez saisir ceux qui doivent contrôler les fiches. C'est-à-dire qu'à partir de Nia Soso, saisissez ceux qui doivent contrôler les fiches de Nia Soso et autres. Le Conseil constitutionnel n'a pas répondu à la question. Et c'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a une confusion qu'ils veulent créer dans la tête des gens en faisant croire que l'article 50, c'est l'équivalent de l'article 80. Non. L'article 50 parle des listes. C'est préélectoral, c'est-à-dire avant les élections. Le contentieux électoral a 3 phases. La phase préélectorale, la phase électorale, la phase post-électorale. Maintenant, cette phase des opérations préparatoires aux élections, ça intervient dans... Demandez à celui qui crée. Moi, je vous parle de la loi qui institue le contentieux préélectoral, le contentieux électoral et le contentieux post-électoral. Préélectoral, on vous a dit qui doit faire quoi. Maintenant, ils ont un problème. L'article 81, ils esquivent l'alinéa premier. Lisez l'alinéa premier, vous allez comprendre. Article 80, vous avez 81. Oui. Article 81, alinéa 1er, le directeur général des élections est chargé de la tenue du fichier électoral national. Très bien. Pourquoi? Le texte est un tout. On est sur la révision des listes électorales. C'est le titre du chapitre. Regardez, vous allez voir. Chapitre 3. Révision. De la révision annuelle des listes électorales. Voilà. Section 2. C'est-à-dire comment on procède. Chapitre. Étape par étape. Il y a une étape. Chapitre 3. Il y a une étape. Alors, toutes les étapes pour les révisions des listes électorales, c'est étape par étape. Il y a une étape qui fait problème. L'étape où le patron de l'ELECAM a pris les souches, il a mis dans la cantine, s'est assis dessus. Quelle est la procédure pour le contraindre à quitter sur sa valise? Oui, mais le Conseil constitutionnel répond qu'il n'est pas compétent. J'ai dit que là, les voix, je dis permettre à ceux Duval, s'il te plaît, avec ta laissez-moi finir. Avant, vous l'avez dit qu'on ne fallait pas l'ELECAM, laissez-moi finir. Non, parce que tout à l'heure, Ça se voit. qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ah bon? La seule chose qu'on a dit, c'est que c'est des insultes. Je dis ceci, la question est celle-ci. Est-ce que l'article 81 donne compétence au Conseil électoral de statuer en matière de liste nationale? Oui ou non? C'est ce que le Conseil constitutionnel dit. Il ne distingue pas de ma compétence. Parce qu'il s'agit des opérations préparatoires aux élections. Ces opérations préparatoires aux élections ont des instances de compétences à partir du département. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué en voulant vous moquer des gens. Mais c'est ça. C'est-à-dire que si dans un département, il y a un problème, il y a une commission qui est mise en place, qui est dirigée par le président du tribunal, où il y a le président du tribunal grande instance, qui statue. Et lorsque c'est au niveau national, ce n'est plus ce tribunal-là, mais c'est plutôt le conseil électoral. Est-ce que c'est faux? Parce que souvent, vous racontez les histoires, vous insultez tout le monde en disant que les gens, c'est ça la loi, relisons la loi. Article 81. Le directeur général des élections est chargé de la tenue du futur national. On est tous d'accord. Il n'a pas publié. Oui, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce le Conseil constitutionnel qui doit pouvoir statuer? Okay. Le Conseil constitutionnel dit non, c'est pas moi. Okay. Et il dit la personne qui est chargée, c'est
l'article, c'est le Conseil électoral. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. À l'alinéa 2, Quand je l'ai- tout Attendez, parti politique, tout mandataire d'un parti ou d'un candidat peut saisir le Conseil électoral de toute demande à réclamation ou contestation relative, notamment une omission, une raison, etc. Est-ce que c'est pas clair cette loi-là? C'est tout à fait. Parce que c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure quand j'ai pris la parole. Il a dit que je faisais la confusion exprès. Que nous du MRC, parce que quand il dit qu'on insulte les gens, il y a plusieurs manières d'insulter les gens. Nous, on veut faire le buzz, on veut créer la confusion exprès. Et c'est lui qui a convoqué la lecture des textes. Moi, je suis venu avec aucun code. Il était bien préparé. C'est lui qui a convoqué l'article 50. Article 50. C'est lui qui l'a convoqué. Parce qu'il voulait créer la confusion. Il n'y a pas de confusion. Entre la publication des listes prévues à l'article 50 et celles prévues à l'article 80 et suivant. Parce que pour ceux qui veulent encore une fois faire la nuance... Non, ce que tu voulais faire, c'est établir des éléments qui vous prendre mon préparatoire aux élections. Très bien. C'est ça que je voulais indiquer. Voilà. Attends, finissez donc. D'accord, j'espère qu'il ne va pas me couper. J'ai dit, nous ne sommes pas dans le contentieux des régions. Nous ne sommes pas dans le contentieux des départements ou bien des arrondissements. Nous sommes sur le contentieux national. De la liste nationale ou du fichier électoral. Et la révision, ça doit être cohérent. Celui qui est incohérent, il ne comprend pas. Il reste dans le désordre. On dit que pour appliquer l'article 81, vous devez parfaire l'article 80. C'est l'article 80 qui ouvre la porte à l'article 81. Si vous n'avez pas le fichier national, si vous n'avez pas la liste nationale, une seule, vous ne pouvez pas vous prévaloir de l'article 81 parce que c'est limitativement énuméré ce qu'on ira faire là-bas. Tout à fait, la ligne. En anglais, ça s'appelle in particular. Pour saisir, il faut aller de façon particulière. On dit, vous saisissez le conseil électoral juste pour vérifier les erreurs. Et les doublons. Alors, demandez à mon distingué confrère. Si vous n'avez pas la liste nationale, comment vous faites ça? Vous allez faire comment pour retrouver les doublons entre les listes du MRC qu'on a surchargé à Koussé, du MRC qu'on a surchargé à Niachocho, du MRC qu'on a surchargé à Baham. Si vous n'avez pas la liste nationale, how will you proceed? Alors, on va sortir de la question par cette... S'il vous plaît. De la question par ce sujet. Non, je pose d'abord la question à Maître Big. Maître, est-ce que cette irrégularité ne peut pas avoir un impact sur la transparence du processus électoral? Je ne sais pas si vous parlez d'irrégularité. Moi, je ne suis pas pour les câbles. Ce que je dis, c'est que si vous estimez que l'État a commis une irrégularité, allez saisir les juridictions. Je dis, dans le cas d'espèce, le MRC a saisi le conseil électoral, parce que tout à l'heure, ils vous disent, comment peut-on saisir le conseil électoral alors qu'il n'y a pas de liste? Mais ils l'ont fait. La question, comment allez-vous donc faire pour saisir le conseil électoral alors que vous n'avez pas la liste nationale? Dans le mesure par la profondeur d'un coup d'eau avec ses deux pieds. Je veux dire tout à l'heure, mon frère, mon frère, qui se présente ici comme étant dans la société civile, mais qui en réalité est MRC plus que tout le monde. Comment saisir le conseil électoral alors qu'on n'a pas de liste nationale? Je veux répondre à l'électoral. Non, mais c'est pas le conseil. Vous me laissez terminer. Mais vous nous avez dit. Sur la base de l'article 81, comment vous comprenez cette chose de vous? Donc, maintenant, vous ne donnez pas à partir de la compétence à la conseil constitutionnel. Ok. Mais maintenant, si on revient en amont, la requête qui estime qu'il y a une violation d'une disposition du code électoral. D'accord. Article 80. Mais je n'ai pas à apprécier. Je n'ai pas à apprécier la pertinence ou pas. Nous avons, ils ont saisi une juridiction, laissons la juridiction statuer. Vous n'avez pas besoin de la liste nationale. Le conseil constitutionnel a rendu sa décision et il vous a dit, allez voir le conseil électoral, allez voir le conseil électoral. Si le conseil électoral ne peut pas raison, allez à la cour d'appel de compétence, c'est-à-dire celle du centre.
Pourquoi vous voulez me demander mon avis? Ça sert à quoi de vous donner mon avis? Excusez-nous d'avoir demandé votre avis. Ok. Alors, Monsieur Fangwa, s'il vous plaît. Je voulais juste terminer parce que la question que vous avez posée tout à l'heure, vous avez demandé quel est l'enjeu de cette liste nationale, de l'exigence de cette liste nationale. Si vous permettez en quelques secondes, j'aimerais vous dire que il y a des gens des bien-pensants qui nous disent que c'est la preuve, ce serait l'occasion de prouver que vous avez 360 représentants dans chacune des antennes communales de l'ECAM. Il suffit que ces représentants-là vous fassent remonter les listes communales, que vous les compiliez vous-même, vous aurez la liste nationale. Alors la question que ça va poser à ce moment-là, c'est celle de l'opposabilité. Exactement comme le débat qu'il y a sur le procès verbal. C'est-à-dire que si vous avez un constat d'huissier et l'ECAM a fabriqué son PV apocryphe, la loi dit que seul le PV de l'ECAM fait foi. Donc, si vous avez votre liste nationale électorale que vous avez compilée par vos propres moyens, vous ne pouvez pas saisir le conseil électoral pour contester les dites irrégularités. Et le conseil électoral vous dira, votre liste nationale là n'est pas opposable au directeur général de l'ECAM. C'est pour ça qu'il faut que le directeur général de l'ECAM publie la liste nationale qui, elle, est opposable erga omnes. Aussi simple que ça. Alors, nous avons peut-être inversé l'analyse de la question. Bon, en tout cas, c'est pas grave, parce que là, nous avons commencé par la question des élections, ou du moins comment est-ce que l'élection peut être organisée, la capacité peut-être pour l'ECAM, non, pour le Conseil constitutionnel, à être véritablement le juge du jeu électoral. Alors maintenant, je voudrais qu'on revienne un tout petit peu au niveau des formations politiques. Parce que il y a la question des investitures. Parce qu'avant d'aller à l'élection, il faudrait que chaque formation politique puisse, n'est-ce pas, présenter un candidat. Et c'est à partir, il me semble, je crois, de la publication même de la liste des candidats à l'élection présidentielle que pourrait commencer le contentieux préélectoral, si j'ai retenu quelque chose dans la première partie du débat. Alors, Edmond Kamgia, dans cette question maintenant, il y a le problème des investitures au sein des formations politiques. Et il y a un article de Cameroun Tribune qui date du 21 janvier 2025 qui publie une liste des partis politiques capables d'investir. Autorisés. Autorisés, merci. C'est le mot exact. De autorisés à investir des candidats à l'élection présidentielle. Et l'article... 18 partis par là. L'article parle de 18 formations politiques qui sont en mesure... Non, qui sont autorisés. Qui sont autorisés. Autoriser le terme. C'est pourquoi je veux trouver absolument ici. Vous savez pourquoi vous voulez les aider? Autorisés à présenter. Ce qui retient notre attention, c'est que après la publication de cet article, il y a une sortie de l'honorable Jean-Michel Nithieu qui estime que cet article a un problème. Parce que dans la liste des 18 partis politiques n'apparaît pas le FCC, le Front pour le changement au Cameroun. Et ce FCC, du point de vue de l'honorable Jean-Michel Nithieu, est effectivement un parti politique qui, au regard du code électoral, au regard de la Constitution du 10 janvier 1996, qui a été amendée en avril 2008, le parti peut effectivement, ou bien a le droit. Non, faisons simple. Est représenté, puisque c'est ce que l'alinéa 2... L'honorable Jean-Michel Nithieu dit que son parti devait être compté parmi les partis autorisés à présenter un candidat. Sur les éléments qu'il a développés, est-ce que vous trouvez l'argumentaire pertinent? Bon, avant de répondre à cette question, je vais répondre à une question, à la dernière question que vous avez posée à Maître Biliga, à laquelle il n'a pas répondu. Est-ce qu'il n'y a pas un impact, une conséquence sur la transparence du processus électoral, sur la transparence électorale, tant que la liste nationale n'a pas été publiée? La réponse est oui. Il n'a pas répondu à cette question. Il faut que la liste nationale soit publiée, connue de tous, pour que chaque citoyen, les associations de la société civile, les partis politiques sachent désormais que voilà la liste. Et c'est sur la base de cette liste disponible qu'on peut découvrir les doublons, les omissions, qu'on peut procéder à des actions de contestation éventuelles. Et il est important dans un pays, dans un processus électoral, dans le processus démocratique, que les opérations électorales
qu'elles soient préélectorales, électorales ou post-électorales, mais les opérations électorales, Tel que prévu par la Constitution. telles que prévues conformément à la Constitution, garantissent à tous les acteurs du processus la possibilité, non pas seulement de participer, mais que à chaque étape, les opérations démontrent que l'on va parvenir à la fin à un résultat qui ne sera pas, qui va respecter les normes démocratiques. Parce que la question de la transparence dans le processus électoral est fondamentale dans un processus démocratique. Je crois que c'est la question de fond que vous avez posée, à laquelle il n'a pas répondu. Et je pense que c'était important de revenir sur cette question. Ce d'autant que la Constitution donne la possibilité, l'attribution et même toute la force au Conseil constitutionnel pour garantir, s'assurer de la régularité des opérations électorales, notamment dans les élections présidentielles, parlementaires et référendaires. Très bien. Alors, donc, je vous parlais de ce droit de réponse de Jean-Michel Mithieu, qui indique que dans l'édition numéro 13-277 du 21 janvier 2025, en page 6, dans la rubrique intitulée les 18 partis politiques autorisés à investir un candidat à la présidentielle, eh bien, le journal a indiqué que le SDF dispose de 5 députés. Et l'honorable Jean-Michel Mithieu indique que le SDF n'a plus 5 députés au Parlement, mais plutôt 4, parce que lui, il n'est plus député SDF. Depuis le 25 février 2023, dit-il, je n'en suis plus membre et j'ai retrouvé ou rejoint le RAP qui avait un accord avec le SDF. L'accord étant devenu caduc, chacun a rejoint sa formation politique originelle. Et Jean-Michel Mithieu explique que le comité directeur du RAP s'est réuni à Douala et a décidé que le RAP devient le FCC et les formalités administratives d'usage ont été faites, d'abord au niveau du gouverneur et ensuite au niveau du MINAT. Et conformément donc à la loi donc, du 19 décembre 90 dans son chapitre 2 et ses articles 4 alinéa 1, 5 alinéa 2, 6 ou alinéa 7, 2, en tout cas, bref, il y a un certain nombre de dispositions qu'il a évoquées pour montrer que les formalités administratives nécessaires ont été faites. Et que depuis le 14 octobre 2023, le RAP est donc un parti légal ayant au moins le FCC, est donc un parti légal ayant au moins un élu qui est lui-même. Et que de ce point de vue, que ce soit en prenant en compte l'article 15 de la Constitution ou encore l'article 15 alinéa 2 ou 15 alinéa 3, ou si on revient à l'article 121 du Code électoral, dans ses alinéas 1 et 2, le FCC peut donc bien investir un candidat à l'élection présidentielle. Oui, je pense que l'honorable député Jean-Michel Mithieu a été très clair dans sa sortie. Très pédagogique et très didactique. Et même pédagogique. Parce qu'il a expliqué en réalité que Cameroun Tribune n'a pas dit la vérité. Cameroun Tribune n'a pas dit ce que dit le droit. Cameroun Tribune n'est même pas autorisé à publier la liste des partis, selon lui, autorisés. Quelle est la qualité Quelle est l'instance qui a autorisé? Quelle est l'instance qui a autorisé, enfin, qui a validé la liste publiée par Cameroun Tribune pour dire que voilà les 18 partis politiques autorisés à compétir pour l'élection présidentielle? Nulle part je ne vois l'instance habilitée à le faire. Nulle part je ne vois dans Cameroun Tribune c'est-à-dire la désignation de l'organe compétent qui leur a fourni la dite liste. Donc c'est une liste de Cameroun Tribune, juste d'un journal. Et nous savons dans notre métier de journaliste qu'il faut toujours vérifier les faits et que les faits sont sacrés. Quand vous faites un commentaire, dites que c'est un commentaire. Ne dites pas que c'est ce qui est autorisé par la loi. Non, ce que Cameroun Tribune a écrit n'est pas autorisé par la loi. Il aurait pu être susceptible, ça aurait été différent. Parce que en journalisme, je ne déploie pas encore les arguments juridiques, je reste encore en journalisme. Pour dire, lorsqu'on n'a pas la certitude, on peut utiliser le conditionnel. Qui pourrait, la liste, voici les partis politiques qui pourraient, susceptibles de. Mais il ne faut pas en faire une liste fermée. Ça doit être une liste ouverte.
Mais Cameroun, tu m'as donné l'impression que c'est une liste fermée. Qu'en dehors de ces 18 partis politiques, il n'y en a pas d'autres qui puissent investir un candidat ou présenter un candidat à l'élection présidentielle. C'est pour cela que je dis que sur le plan journalistique même, il y a une faute professionnelle. Il y a faute parce que ce n'est pas vrai. L'information publiée est inexacte, n'a pas des éléments factuels qui montrent que ce sont les 18 partis politiques autorisés à présenter des candidats à l'élection présidentielle. Maintenant, revenons sur les arguments juridiques qui ont été si bien évoqués et bien démontrés par l'honorable Jean-Michel Nithieu, dont je ne suis pas le communicant du parti ici. Parce que tous les articles de la loi qu'il a cités et invoqués de la Constitution sont justes. Tout mandat impératif est nul. Donc, dès lors que vous êtes député, investi par un parti politique, vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous n'êtes plus la propriété de votre parti, vous êtes chaque député, vous représentez l'ensemble de la nation. Parce que tout mandat impératif est nul. Vous allez terminer, même si vous êtes exclu de votre parti, même si vous démissionnez, vous restez député jusqu'à la fin de votre mandat. Et pour le cas de Jean-Michel Nithieu, il a suffisamment expliqué comment il n'est plus député du SDF. Il avait été exclu du SDF. Et puis, l'accord entre son parti initial, le Rassemblement pour la Patrie, qui est devenu par la suite Front pour le changement au Cameroun, n'était plus en accord avec le SDF. Chacun a retrouvé sa liberté. Il a repris son parti, il est le leader de sa formation politique au terme d'un congrès qu'ils ont tenu récemment. Il est député actuellement, il est élu à l'Assemblée nationale. Il est à la tête d'une formation politique. Son parti politique, effectivement, a au moins un élu, qui est lui-même. A au moins un élu. Parce qu'il faut le dire, le rappeler. Parce que pour être investi, pour être candidat à l'élection présidentielle, il y a plusieurs voies. On peut être candidat indépendant. Si vous passez par un parti politique, il faut être candidat, il faut être présenté par un parti politique et il y a au moins un élu. Et pour le cas de Jean-Michel Nithieu, puisqu'on le... Non, pas il y a un élu. C'est parce que l'article 121 dit. L'article dit parti politique représenté. C'est pas exactement la même chose. Parti politique représenté. Et on procède à l'énumération. Ouais. Si je me permets... Donc, là, vous parlez de quelle loi? La Constitution? L'article 121 alinéa 2 du Code électoral. Ah, d'accord. Est-ce que vous pouvez le lire, l'article, s'il vous plaît? Alors, je retrouve l'article... C'est même dans la forme négative, en fait. 121 du Code électoral. Cette disposition dit exactement si... Article 121, alinéa 2, les candidats peuvent être 1. Soit investis par un parti politique. Oui. 2. Soit indépendants à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions à raison de 30 par région et possédant la qualité soit de membre du Parlement. Pardon. L'alinéa 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté c'est dans la forme négative. À l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus applicables aux candidats indépendants. Ce que je voulais vous faire observer, c'est que cet article n'a nullement évoqué la qualité d'élu. Parce que la fameuse liste des 18 partis, il y a l'UPC qui n'a pas d'élu. Qui n'a pas d'élu. Mais elle fait partie de cette liste-là. L'UPC a un sénateur nommé. Un sénateur nommé. Sauf si on m'explique aujourd'hui qu'en français, tout à fait. Un sénateur nommé est un élu. À ce moment-là, je repartirai à la maternelle. La liste des 18 partis comporte un parti qui n'a pas d'élu. Oui, ça veut dire que si demain matin, M. Jean de Dieu Momo, président du PADEC, est nommé sénateur, cette liste va évoluer. Le PADEC va désormais, comme l'UPC, faire partie des partis politiques ayant un représentant au Sénat. L'article 121 n'a jamais existé. Alors, je relis cet article, voilà. Peut-être pour la gouverne des téléspectateurs. Oui. Article 121, alinéa 2. Le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1. C'est-à-dire que l'alinéa 1 dit exactement ceci. Les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, soit indépendants à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités, etc. Oui. En réalité, c'était dit en définitive que
la liste publiée par notre confrère Cameroun Tribune, c'est une liste qui n'est pas, restons dans le terme, qui en fait n'est pas autorisée. J'emprunte leur propre terme. Ils ont dit les partis politiques autorisés, mais je dis que leur liste-là n'est pas autorisée ni validée par quelque instance nationale que ce soit, et surtout pas par l'autorité compétente pour apprécier et valider les listes des candidats. Et nous savons quelle est cette autorité. Alors, sur la question Roland Diou, où se trouve véritablement la difficulté? Non, il n'y a pas de difficulté. C'est peut-être chez nos amis du RDPC qu'il y a une difficulté particulière. Il n'y a pas de difficulté. Moi, je vais emprunter à la technique de Maître Nguefa qui est le parler terre à terre. Le SDF avait 5 épouses, les députés. Le SDF a répudié lui-même l'une de ses épouses. D'accord? Mais la lecture de Cameroun Tribune et de nos amis du RDPC, c'est que quand bien même vous êtes une épouse répudiée, vous êtes toujours la femme de celui qui vous a répudié. Parce que l'article prétend que le SDF a 5 députés. Oui. C'est factuellement faux. Sauf si on me dit qu'on peut divorcer et toujours continuer d'être l'épouse de la personne dont on a divorcé. C'est factuellement faux. Si on s'arrête juste là. Ouais. Et ce n'est pas la seule logique que nos amis d'en face refusent de voir. Deuxième étape, le mandat impératif est nul, l'article 15 alinéa 2 de la Constitution. Ça veut dire que qui sont ceux qui entrent à l'Assemblée nationale? Les députés ou les partis politiques? Monsieur Fangwa. Ça veut dire que ceux qui entrent à l'Assemblée nationale, ce sont les députés. Les partis politiques, c'est l'accessoire. Je parle en présence de mes confrères, des aînés dans la profession. Ils savent très bien le principe de l'accessoire et du principal. Ce n'est pas le principal qui suit l'accessoire. C'est l'accessoire qui suit le principal. Donc si le principal, c'est la qualité de député, ça veut dire que l'appartenance à un parti politique, fût-ce celui qui vous a investi, c'est l'accessoire. Il y a donc une simple présomption dès lors qu'un parti vous a investi. Il y a une présomption d'appartenance. Mais la présomption d'appartenance au parti qui vous a investi s'arrête dès lors que le mandat impératif étant nul, vous avez encore la liberté de vous prévaloir de ce parti-là ou pas. Mais nos amis du RDPC vous disent que quand vous démissionnez, vous êtes condamné à rester sans étiquette. C'est ce qu'ils disent. Ils disent que, parce que quand ils veulent vous narguer, ils vous disent que allez donc demander à M. Nietzsche s'il siège à l'Assemblée comme député FCC. Allez donc demander à M. Nietzsche s'il reçoit les subventions de l'État du fonctionnement des partis politiques du fait de leur siège. Mais à cette question, je leur rappelle simplement que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a valeur d'une loi ordinaire qui ne peut pas être au-dessus de la Constitution. La loi qui porte financement des partis politiques, c'est une loi ordinaire qui ne peut pas être au-dessus de la Constitution. La loi qui porte code électoral, c'est une loi ordinaire qui ne peut pas être au niveau de la Constitution. La pratique législative, la pratique parlementaire et les règles de financement actuelles, puisque c'est eux qui les appliquent, ils ont choisi de leur donner une lecture particulière, une lecture contraire à la Constitution. Monsieur Nietzsche a été exclu du SDF. Comment se fait-il que logiquement on puisse considérer qu'il est député SDF? On le condamne à être sans étiquette. On lui interdit le droit de se remarier. Si je reprends la rubrique que j'ai prise tout à l'heure. On vous dit que dès que vous vous mariez avec le SDF, même si le SDF vous répudie, vous n'avez pas le droit de vous remarier. Parce que l'adhésion de M. Nietzsche au FCC, c'est un deuxième mariage. Si vous étiez Madame SDF et que vous divorcez, vous êtes toujours Madame SDF, même quand vous avez épousé Monsieur FCC. C'est ça que les gens du RDPC nous expliquent. Demandez à n'importe quelle des femmes qui nous écoutent là, si elle peut entendre simplement ce raisonnement. Elle a divorcé de quelqu'un, mais on lui dit qu'elle continue à porter le nom de son ancien mari. Au nom de quoi? C'est précisément à ce stade-là que non seulement le principe de l'accessoire qui suit le sort du principal s'applique, mais aussi en matière de liberté fondamentale, ce qui n'est pas interdit formellement est précisément autorisé. Il n'y a aucune disposition qui interdit à un parti de répudier son militant.
il n'y a aussi aucune disposition qui interdit à un militant de changer de parti. Et le problème qui se pose, c'est que lorsque le militant change de parti, s'il était élu, il ne perd pas sa qualité d'élu. Désormais, il représente autre chose, plus celui qui était son parti d'avant, ce qui est parfaitement logique. Et donc, quand on combine cela avec l'article 121, alinéa 2 du Code électoral, qui est écrit, comme je le rappelle, à contrario, c'est de dire que pour qu'un parti investisse un candidat sans y rajouter les 300 signatures des candidats indépendants, il suffit que ce parti soit représenté dans une foule d'institutions qui sont listées par l'article 121 alinéa 2, parmi lesquelles l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil régional, le Conseil municipal. Donc, si le parti qui vous signe la lettre d'investiture, qui est un peu comme la lettre de parrainage que nous signons pour permettre à nos candidats de présenter le barreau, est signé par un avocat qui a fait de parti, ça suffit. Pareil, si la lettre d'investiture est signée par un parti politique représenté, le parti aura juste faire la preuve qu'il est représenté. Il peut faire la preuve qu'il est représenté en démontrant que l'un de ses militants, carte de militant à l'appui, est présent dans l'une des institutions listées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cette liste est susceptible d'évoluer par plusieurs mécanismes. Je l'ai dit, dans cette même liste, la chance a voulu que l'UPC n'ait pas d'autres représentants que son sénateur nommé. Oui. C'est une aubaine pour clarifier cette question. Et je précise que nos amis du RDPC, il y a 3 ans, quand ils commençaient ce débat malsain, disaient parti politique ayant des élus. Nous, on a laissé faire parce que ça veut dire que même lire l'article 121, ils n'ont pas lu. Parce que s'ils avaient lu l'article 121, ils auraient su qu'à aucun moment on a évoqué la question de l'élu. On dit que parti politique représenté. Puis, ils ont oublié que l'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection des partis. C'est l'élection des candidats. C'est le candidat qui se présente. Et il est soutenu dans son dossier de candidature par un ou plusieurs partis qui peuvent l'investir. Donc la question se pose plus du côté du RDPC. Quel est le parti qui va investir M. Biya en fait? Ah non, on n'y est pas encore. Je vais donner la parole à Maître Joseph Biliga. Maître Joseph Biliga, est-ce que la plainte ou le droit de réponse de Jean-Michel Mitchell, de votre point de vue, est-ce qu'il tient? Non, je ne sais pas si tient pas débat. Je suis en train de... Je suis ahuri. On me dit que la lettre de parrainage de l'avocat est accessoire d'un postulant. Non. On sait que la qualité de cette lettre de parrainage, que j'ai dit, sans cette lettre de parrainage, je ne vous permettrai pas de dénaturer ma proposition. On me dit que la lettre d'investiture, l'investiture du parti politique, la qualité de militant d'un parti politique est accessoire. La qualité d'élu est principale. Même si on ne vous investit pas, vous pouvez devenir militant. Sois sérieux quand même. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être militant d'un parti. C'est la condition initiale pour être candidat. Selon qui? C'est la loi qui le dit. À quel article? Ah, mais il faut commencer à le parce que j'ai... Mais oui, c'est vous qui... Non, vous m'avez interrompu aussi. Vous m'avez interrompu aussi. Je respecte. Vous pouvez pas m'interrompre et croire que la réciproque n'est pas vraie. Non, je ne vous permets pas. On va donner 30 minutes à parler. On dit s'il vous plaît, permettez que Maître Joseph... Allez-y, Jean-Claude. Alors, je dis, c'est ce que je dis. Il n'est pas capable de dire quelle disposition l'exige. Confrère, s'il vous plaît. Vous me laissez parler maintenant? Vous avez parlé pendant 30 minutes. Allez-y. Je disais donc ceci. Le débat quant à savoir s'il y a eu la sortie de la sortie de l'existence du parti qui donne, je veux dire, la transformation de son parti, je n'en sais rien. C'est peut-être aussi acté. Mais est-ce qu'il est acté que dès qu'on démissionne d'un parti, on devient automatiquement militant d'un autre parti? Si Nietzsche le savait, il n'aurait pas attendu aujourd'hui pour écrire un autre. Quoi? Il aurait. On a l'opportunité de... Mais comment vous laissez parler? C'est interactif, non? Mais laissez-moi parler. Non. La réaction qu'il aura la réaction la plus simple, étant député de la République, il aura été demandé de sur la table. FCC plus les autres militants sont identifiés comme tels. On ne le fait pas. Mon Dieu.
Les autres militants sont, les autres députés ou sénateurs sont identifiés à travers leur parti politique. Pourquoi le ministre n'a pas demandé à l'instant qu'ils soient identifiés en tant que membre du FCC? Pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il sait qu'il n'est pas membre du FCC. FCC ne l'a pas investi. On devient membre de... il est député de FCC. S'il avait été investi par le FCC. Il n'a pas été investi par le FCC. Puisque tout à l'heure, on l'a dit, la pièce principale pour pouvoir être investi, pour pouvoir aller compétir, c'est la lettre d'investiture. Si on ne voit pas où vous n'avez pas investi, comment pouvez-vous prétendre que vous êtes membre d'un parti politique si ne vous pas nous a investi? Mais que faites-vous de cette disposition de la loi fondamentale, notamment cet article qu'il a cité, article 15, alinéa 3, tout mandat impératif est nul. Comment vous faites cela? L'histoire, c'était qu'il y avait le mandat impératif qui existait dans notre code. Qui voulait que, s'il a existé, qui voulait que lorsque un député démissionne, c'est pas démissionne. Mais je vous le dis donc, on va être obligé de couper votre micro. Permettez qu'il développe, et lorsqu'il aura fini, je m'excuse. Dans des débats, allez-y, Jean, vous avez beaucoup plus que ça. Je m'excuse, confrère aîné. Je comprends pas. Donc je disais donc que le mandat impératif existait, fait ou de droit, je ne veux pas commencer à avoir un débat. Et l'exemple le plus typique, c'est celui de Étienne Soman. Militant du RDPC, il démissionne du RDPC. Du UPC. Il perd sa qualité de député. Quelque temps après, Sun Diok, qui est député de l'UPC, est également exclu, mais il perd pas sa qualité de député. Par contre, temps, on a en disant le mandat. C'est-à-dire que le mandat impératif, qui est différent du mandat représentatif, voudrait que le candidat, je veux dire le député, ne soit pas lié, ne soit pas lié pour pouvoir partir de son parti, pour pouvoir. C'est ça liberté. Ça ne veut pas dire que dès qu'il va partir, il va créer un groupe parlementaire ailleurs, il va devenir député. Alors, mais j'ai l'impression que votre micro a quelques soucis. On va devoir le temps peut-être qu'on ajuste ce micro et qu'il soit meilleur pour qu'on vous écoute mieux, maître. Donc, maître Augustin Gueffac, en attendant que Claude Biga reprenne la parole, quelle est la pertinence de cet argumentaire qui est développé par Jean-Michel Dieu au sujet de la liste des partis politiques autorisés à investir les candidats à l'élection présidentielle? La pertinence, déjà, pour moi, le premier point, c'est de démontrer la légèreté avec laquelle Cameroun Tribune rédige et distribue ses articles. Or, nous ne pouvons pas concevoir cette légèreté en lisant un journal comme Le Monde. Donc, je crois que cette émission doit amener les gérants de ce journal national à donner vraiment du répondant, à se consacrer, à sortir de la médiocrité pour installer ce journal qui est fabriqué avec l'argent du contribuable, à donner de la réalité, à donner du jury, du sérieux. Parce que cet article est très léger, très léger. Maître. Deuxième chose. Oui, avant d'arriver à la deuxième chose, je voulais juste préciser. Oui. Il y a peut-être une erreur qui s'est glissée dans cet article-là. Cela ne va pas amener à conclure que c'est un journal qui écrit n'importe quoi. C'est quand même, s'il vous plaît, je voulais juste préciser. Généralement, on dit Nirondelle ne fait pas le printemps. Bon, c'est vous qui le dites. Quand vous lisez les commentaires qui sont dans les réseaux sociaux, on dit que ça participe des pressions que le pouvoir est en train d'exercer sur le système électoral. C'est-à-dire que c'est les prémices pour exclure les partis politiques vraiment sérieux. Alors, est-ce que Cameroun Tribune doit être une arme ou bien un bras séculier pour préparer ce type de pression? Je dis moi, simple citoyen. Le prochain article pour arriver à cette conclusion. Est-ce que j'ai donc le droit de dire que je m'interroge, je m'inquiète? Il faut que le tir soit corrigé. Donc j'attends sincèrement que ce droit de réponse soit publié. Qu'on évite les tribunaux, parce que je suis convaincu que le député Nietzsche, comme il a commencé, il va saisir le juge. De 3, j'ai eu de la peine à suivre mon distingué confrère qui dit que le mandat impératif, c'est quoi? Non. Soyez un peu sérieux.
Je n'ai pas le doctorat, je n'ai pas atteint cette classe, pas par incapacité, mais parce que chacun sait ce qu'il veut. Le mandat est impératif. Ça regresse le système démocratique qu'on veut construire. Le mandat représentatif, c'est celui-là qui peut permettre l'entrée ou bien la construction d'une démocratie avancée. Nous ne pouvons pas, parce que nous voulons sauvegarder un strapontin, utiliser les arguments dépassés. Non, il faut qu'on soit sérieux nous tous autour de cette table. Le mandat représentatif, c'est celui du Cameroun. En mots simples, quand vous êtes élu de la nation. Vous n'appartenez plus à votre village, vous n'appartenez plus à votre famille. Vous appartenez aux Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors, le parti politique ou bien la structure qui vous aura permis d'être élu, si vous êtes en mésintelligence, s'il y a divorce entre vous, étant élu de la nation, ce n'est que ce petit divorce-là qui quitte, vous êtes encore autorisé à épouser ou bien à marier quelqu'un d'autre au sein avec qui vous allez faire chemin. C'est la loi. Donc le jeu de représenter, pas représenter, où on fait des contorsions, on va sortir dire on a troublé le cerveau des gens. Non. Le journal, nous venons aux médias ici pour être un peu didactique, pour être sérieusement didactique. Nous ne venons pas ici pour nous abrutir. Je ne viens pas ici parce que je sais que 42 ans, c'est assez de pression. Le ministre de l'administration territoriale a dit il faut que les gens commencent à apprendre à respecter la loi. Il faut que les gens commencent à apprendre à respecter la loi. Il faut qu'on respecte les effets du mandat représentatif. Il ne faut pas qu'on embrouille le peuple. Il faut qu'on respecte les techniques d'investiture. Bon. Mandat impératif. Non. Le mandat impératif est nul. Le mandat impératif est nul. Le mandat impératif Alors, est nul. pour revenir à vous, vous étiez en train de développer Maître le village. Je reçois là un message dans l'entourage, dans Michel Nité, qui indique effectivement qu'à l'Assemblée nationale, devant lui, il y a effectivement un chevalet qui porte la mention FCC. Ça, je ne savais pas. Ok. Ça, je ne savais pas. Mais ça a changé fondamentalement. Ça a changé fondamentalement parce que les élections, on reconnaît celui qui est élu d'un parti politique le jour des élections, parce qu'elle aura été investie. Si le FCC investit M. Niamnichi aujourd'hui, le problème ne se poserait plus. Mais au moment où on parle, il n'a pas été investi par le FCC. C'est au moins une certitude. N'ayant pas été investi par le FCC, il ne peut pas être le député du FCC. C'est tout à l'heure, ce que quelqu'un le disait, les subventions qu'on donne, est-ce qu'on lui donne les subventions aussi? Est-ce qu'on a dit qu'on a mis le truc devant lui? Est-ce qu'on lui donne également des subventions en tant que parti représenté? Mais est-ce qu'on est député d'un parti ou député de la nation? Ne confondons pas des choses. C'est le parti qui investit. Ce n'est pas la nation qui investit. Lorsqu'on parle de groupe parlementaire, ça existe? C'est le groupe parlementaire de la nation? C'est Paul Biya qui est candidat du RDPC ou bien c'est le RDPC qui est candidat à la République? On va arriver à ça. Lorsqu'on parle du groupe parlementaire de RDPC, avec un président du groupe parlementaire, etc., ils ne sont pas des députés de la nation, mais ils appartiennent à un groupe, parce que ce groupe les a investis sur une profession de foi. C'est une profession de foi. Ce n'est pas une profession de foi de la nation, c'est une profession de foi du parti politique, association à laquelle le député s'est engagé à adhérer. Il adhère et il accepte les règles de ce groupe. Parce que alors, maintenant, lorsqu'il sort de ce groupe, il ne prend pas automatiquement le titre d'un député d'une autre formation qu'il n'aurait pas investi. Je crois que c'est même la logique. Pour moi, c'est même tellement logique que je ne vois pas. Comment voulez-vous parler, dire que lors de décembre 2020, il y avait 5 partis politiques, et subitement, parce qu'il y aura 10 partis membres du RDPC, qui auront choisi des partis du RDPC, chacun va aller créer notre parti ou bien essayer de dire que voilà mon nouveau parti, donc nous aurons 30 partis. Donne-moi une seconde. La seconde est celle-ci. La seconde est celle-ci. Au Parlement. Donc, j'ai dit, et je reviens, tout à l'heure on a essayé de... Donnez-moi une seconde à votre temps. De biaiser sur ce que j'ai dit par rapport au mandat représentatif ou impératif. J'ai dit le mandat impératif, à l'époque, il existait.
Dans ce sens que j'ai le cas de 2 députés du DPC qui en ont été victimes. Mais aujourd'hui, il n'existe plus. Mais ça ne veut pas dire que lorsque on a été élu par un parti politique et qu'on décide de partir, on aura le nouveau parti dans lequel on sera, aura déjà un élu. Pas du tout. Et je dis, le ministre le sait très bien. Il le sait très bien. S'il ne savait pas qu'il y avait un problème, il aurait d'abord commencé, comme je dis, De votre point de vue, pourquoi est-ce qu'on est passé de ce mandat représentatif au mandat impératif de votre l'inverse. Oui, mais lorsque vous regardez par exemple au niveau de la France, la même chose. Hein. Il parle de mandat représentatif, même en France, parfois, c'est par comment je peux dire ça, je ne vais pas dire par mimétisme ou pas, mais ça peut arriver. Comme je me suis dit que c'est ça. Parce que tout à l'heure, je suis d'accord avec eux, ça montre un développement au niveau de la liberté, au niveau de la démocratie. Pour ne pas mettre les députés camisoles de force. Dans des camisoles de force. Quand tu n'es pas là, tu t'en vas. Dans certains pays même, les gars deviennent indépendants. Tu dis un député indépendant. C'est un statut qu'on donne. Chez nous, il y a pas Alors, ça veut donc dire que vous êtes militant d'une formation politique qui vous investit à une élection, mais dès que vous êtes devenu député de la nation, vous n'êtes plus forcément rattaché à cette formation politique. Votre travail consiste à travailler justement il vous revient maintenant de travailler pour le compte de la nation, pour l'ensemble de la nation, et non plus pour votre formation politique. Non, même ceux qui sont là par rapport au travail, ils ne sont pas moins des députés de la nation. Tous sont députés de la nation. Que vous soyez dans un parti politique ou pas, vous êtes député de la nation. La seule différence, c'est que celui qui sort d'un parti politique, parce que dans des partis politiques, il y a la discipline du parti. Lorsqu'il y a par exemple les élections en interne, on vous appelle, on vous donne des directives données par la haute hiérarchie. Maintenant que vous n'êtes plus du parti, vous êtes libre. Alors, voilà. Je voulais vous dire quelque chose en une seconde, sauf si vous avez oublié déjà. Mais il n'a pas oublié, il a refusé. Donc, c'est pas moi qui donne la parole. Alors, vous voulez parler dans son temps. J'espère que vous allez essayer d'entrer dans le mien. Alors, avant de revenir à Maître Roland Diou, Edmond Kamgué a un cas qui est très souvent évoqué lorsqu'on évoque cette affaire de mandat impératif qui est nul. Le cas Aya Polabine, qui a été député RDPC, oui. Qui à un moment donné a démissionné du RDPC, mais qui a continué à garder sa casquette de député. Oui. Bien qu'ayant retrouvé notre formation politique qu'on appelle le People Action Party, oui. Le pape, qui d'ailleurs l'a investi dans les récentes, je veux dire les dernières élections présidentielles en 2011, avant que justement, voilà. Oui, tout à fait. Et c'est une jurisprudence qui est importante dans ce fameux débat sur la participation des Camerounais qui veulent être candidats à l'élection présidentielle. Parce qu'effectivement, il était député du RDPC. Et puis, du jour au lendemain, il n'était plus député dans le RDPC. Il a été candidat pour l'élection présidentielle, pour le compte de son propre parti, le PAP, People's Action Party. Et sa candidature a été, au finish, validée. Et c'est ainsi qu'il a pu être candidat à l'élection présidentielle, en 2011. Voilà. Vous voulez dire quelque chose avant que je passe au prochain sujet? Oui, sur la jurisprudence à Polabine, justement. Parce que Maître Biliga, tout à l'heure, disait qu'on ne peut pas représenter un parti ou être investi par un parti dont on n'est pas militant. J'ai voulu poser la question de savoir c'est quelle disposition qui le dit ainsi. Parce que précisément, la jurisprudence à Polabine est une mine d'or en termes d'informations sur le processus d'investiture à la présidentielle. Certains disent que c'est une jurisprudence qui intervient avant le code électoral actuel, ce qui est vrai. Ouais, 2012. Vous avez répondu à la question. Sauf à quelle question? C'était quelle question? Vous avez répondu au sujet, c'est-à-dire de qui? C'est intervenu. C'est moi qui avais la parole. Ça répondait à la question de qui? Je convoque mon argument, vous dites que ça répond à la question. Quelle question? Quelle question? C'est pas. Qui a posé? Je disais donc que cette jurisprudence, bien qu'elle soit antérieure au code électoral actuel, précise des choses qui sont constantes, précisément depuis la Constitution. La première chose que ça précise, c'est les effets du mandat, de la nullité du mandat impératif. Pourquoi? Oui, tout à fait. Parce que ce sont ces anciens camarades du RDPC qui contestent son investiture en disant précisément ceci, qu'il a certes démissionné du RDPC, mais il ne peut pas être le candidat du People's Action Party
pendant qu'il est député. Pourquoi? Parce que précisément, comme le pense Maître Biliga, il pensait que le fait de garder le mandat de député obtenu par l'investiture du RDPC faisait de lui un militant éternel du RDPC tant qu'il est député. La Cour suprême, statuant comme Conseil constitutionnel, dit non, le mandat impératif est nul. Donc, ce n'est pas parce que le RDPC l'avait investi et qu'il garde sa fonction de député au moment où il est candidat qu'il appartient au RDPC. Il appartient à lui-même et à l'ensemble de la nation et pas au RDPC. Donc il peut parfaitement quitter le RDPC, être investi par le People's Action Party tout en étant député bien qu'ayant été élu sur les listes du RDPC. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé de présomption d'appartenance à un parti politique. Mais c'est une présomption simple dès lors qu'on la met en configuration avec l'article 15 alinéa 3. Très bien. Deuxième chose, l'appartenance au parti. Il fallait démontrer, c'est le même Maya Paul Abiné, il fallait démontrer qu'il avait démissionné du RDPC. Mais la Cour suprême statuant comme Conseil constitutionnel dit que pas besoin. La preuve de l'appartenance au parti qui t'investit, c'est le simple fait de figurer sur la liste ou sur la lettre d'investiture de ce parti. Parce qu'avant, justement, il y avait une pratique qui voulait que quand vous démissionnez d'un parti, pour que ce parti-là vous invalide les listes des partis qui vont vous récupérer pour les élections futures, c'est de dire qu'il dit qu'il a démissionné, mais il n'y a pas la preuve. Les gens faisaient des contorsions, ils allaient chercher les constats d'huissier pour démontrer qu'ils ont effectivement démissionné. C'était un moyen d'invalidation de candidature très fort. Depuis la jurisprudence Aya Paul Abiné, vous pouvez même rester membre de la preuve. On n'a jamais demandé à M. Akire Mouna la preuve qu'il appartient au FDC. On n'a jamais demandé à M. Cabral Libi la preuve qu'il appartient à Univers. On n'a jamais demandé à M. Ndifo Franklin Afanui la preuve qu'il appartient au MCNC. Ça, c'est depuis le nouveau code électoral. Parce que le simple fait d'être investi par ce parti-là emporte toute présomption de militantisme dans ce parti-là. Donc, c'est un faux débat. C'est un faux débat que certains ont voulu mettre sur la table parce qu'ils ont un adversaire politique personnel qu'ils veulent voir exclu des prochaines élections et ils récupèrent des arguments de gauche à droite tirés un peu par les cheveux pour construire quelque chose qui ressemble à du droit mais qui en réalité c'est du braconnage parce que la logique juridique est imparable, elle est claire comme Marie-Claire, sauf qu'il n'y a que ceux qui ne veulent pas voir la vérité qui justement convoquent. On vous dit que le mandat impératif, on vous convoque les jurisprudences Soman. Mais on refuse de tirer les conséquences de cette jurisprudence jusqu'au bout. On vous dit que M. Soman était député UPC. Il a démissionné, il a perdu son mandat, mais ça s'est corrigé après. Donc, quand on interdit au parti politique d'avoir de l'influence sur votre vie de député, on lui donne quand même le droit d'intervenir si jamais vous changez de parti. Quand même, soyons logiques. Donc, si on a interdit par l'article 15, alinéa 3, au parti politique qui vous a investi, de décider de votre vie, une fois que vous êtes devenu parlementaire, ça doit se lire dans toute la plénitude de son sens, tant qu'il n'y a pas une disposition expresse qui limite. Et je disais que la pratique du mandat impératif, ce n'était pas légal, c'était une pratique. La Constitution de 1996 a dû formaliser l'interdiction du mandat impératif. C'est pour ça que c'est l'alinéa 3 de l'article 15. Qu'est-ce qui se passait avant? Il n'y avait pas de clarification. Donc, la pratique parlementaire qu'on convoque souvent pour justifier des choses, alors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, faisait que, comme il n'y avait pas de clarification dans la Constitution, certains, en fonction de ce qui les arrangeait, pouvaient appliquer un mandat impératif. En 1996, dans le vent de tout ce qu'il y a eu, le constituant s'est senti obligé de rappeler et de préciser à tout le monde que nous sommes dans un contexte où le mandat impératif est nul. Mais comme vous ne le savez pas, comme vous en doutez, il faut qu'on écrive noir et blanc pour que ce soit clair pour tout le monde que on est certes investi par un parti politique, mais le mandat impératif est nul. Donc, l'élu n'est pas la propriété de son parti politique. C'est-à-dire que s'il veut défendre la politique de son parti, une fois élu, il adhère au groupe parlementaire, il fait tout ce qu'il y a à faire, mais ce n'est pas obligé. Très bien. Parce qu'il peut décider de changer d'avis et de changer de parti. Alors, Maître Joseph-Claude Biliga, puisqu'on parle des investitures et des partis politiques autorisés à présenter des candidats, le RDPC figure bien dans la liste
de Cameroun Tribune. Mais sauf qu'il y a un avocat, Maître Momo Timban, qui, dans une sortie, indique que le RDPC ne peut pas présenter le candidat Paul Biya comme son champion à cette élection présidentielle 2025. En l'état actuel. En l'état actuel, justement. Ça paraît surréaliste. Quels sont les arguments qu'il évoque? Alors, les arguments qu'il a évoqués, il indique que le président, non, le candidat du RDPC, enfin, que pour l'instant, le RDPC n'a pas de président national, parce que le mandat de l'actuel président, ou bien de ceux qui est considéré comme le président national, est échu depuis 2016, et s'appuyant sur les dispositions, sur les textes de base du RDPC, qui voudraient que le président national est élu pour un mandat de 5 ans. Et depuis 2011, il n'y a eu ni congrès, ni tenue du comité central. Il y a peut-être une disposition qui a permis la prorogation de son mandat de président national sur 5 ans encore, et qu'en 2016, en principe... 2021. En 2021, voilà, il ne peut plus être président national et donc ne peut plus être investi par le RDPC comme candidat du RDPC. Il faut d'abord noter que le RDPC, c'est une association privée qui a ses règles. Et lorsque ces règles ne sont pas appliquées, c'est ses membres qui doivent pouvoir évoquer le fait que ces règles ne sont pas appliquées. Ceux qui sont hors du RDPC ont quel intérêt à pouvoir contester, je veux dire, ce qui se passe. De deux, contrairement à ce que dit mon confrère, parce qu'il est candidat apparemment, il y a eu des réunions de bureau politique, du comité central entre-temps. Les dernières ont eu lieu en décembre 2017 et en novembre 2023. Les réunions de quoi? Du comité central. Ah bon? Le bureau politique ou comité central? Je parle du comité central. Ah, ok. Et qui ont eu pour, naturellement, pour but de proroger les mandats des ses membres. De décembre 2017 et novembre 2023. C'est vérifiable. Donc ça ne sert à rien de pouvoir... même si ça n'était pas local, comme je l'ai dit, si vous commencez à rire, continuez à rire. On vous écoute, je veux dire que je ne vois pas en quoi cela vous amuser. Et même si on ne l'avait pas fait, si on demande d'essayer de faire un congrès et qu'on estime que tout ce qui... je veux dire que même si on ne l'avait pas fait avant, maintenant on le fait le congrès, ça pose quel problème aux personnes qui ne sont pas membres de notre parti. Il s'agit d'un Restons un peu sur l'hypothèse du congrès. S'il faut convoquer un congrès aujourd'hui, qui convoque le congrès selon les textes de base du RDPC? Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. Je voudrais pas, parce que pour moi, je dis c'est un débat qui concerne le RDPC. Il est interne. Il ne vous concerne en rien du tout. Non, parce que ce sont les questions que certains militants du RDPC. Non, il ne vous concerne en rien du tout. Laissez-nous parler. Nous avons nos règles, qui sont des règles internes. Nos tests, qui n'ont jamais été modifiés, disent que celui qui est le président national est notre candidat à l'investiture du président de la République. Okay. Rien n'a été modifié. Donc au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas deux présidents nationaux, sauf si vous voulez me donner notre nom, le nom. Celui qui est président national du RDPC s'appelle Paul Biya, c'est notre candidat. Il n'y a donc pas de risque qu'il y ait des troubles internes qui amènent le MINAT à s'ingérer? Comme il le fait pour d'autres partis. Mais ceux qui seront juste à qui rêvent de voir le RDPC imploser parce que le président Biya aura été investi, ils n'ont pas rêvé. Diéou, ce n'est pas votre parti politique, mais vous voulez prendre la parole quand même? Bien entendu, et je le fais avec grand plaisir. Vous savez pourquoi? Parce que depuis 4 ans, eux qui disent que ce sont leurs oignons s'occupent allègrement de nos oignons à nous autres. C'est-à-dire que Armand Noutak, Richard Tanfou, Michel Ndoki... Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Si vous écoutiez la fin de ma phrase, vous n'aurez pas eu besoin de sauter sur votre siège. Je dis que depuis 4 ans, nos oignons, vous vous en occupez. Parce que Richard Tanfou, je vais répéter, Richard Tanfou, Armand Noutak, Michel Ndoki sont exclus et c'est votre problème. Enfin, c'est un de vos camarades. Ceux qui démissionnent, c'est toujours votre problème. Nous, on n'a pas le droit d'appliquer nos propres textes au MRC.
Bon, comme ça vous intéresse notre vie interne, nous avons décidé de nous intéresser aussi à votre vie interne. Et je me suis renseigné sur le sujet. Le dernier congrès du RDPC a eu lieu du 15 au 16 septembre 2011. Les organes élus l'ont été pour 5 ans. Président national, bureau politique, comité central. L'article 18 dispose que c'est 5 ans les mandats. Tout à fait. Donc, si je compte, et je ne suis pas très bon en maths, mais j'ai fait l'effort de compter, 5 ans plus tard, nous sommes rendus, j'extrapole, 18 septembre 2016. La réunion du bureau politique qui a siégé pour proroger le mandat a eu lieu le 3 novembre 2016. C'est-à-dire qu'entre le 16 novembre, entre le 16 septembre 2016 et le 3 novembre 2016, votre président national n'était plus président national. Le comité central avait vu son mandat de 5 ans expirer. Pareil pour le bureau politique. Donc le bureau politique qui a siégé le 3 novembre a siégé hors délai. Première chose. Et il a siégé pour dire quoi? Au palais de l'unité d'ailleurs. Vous faites vos réunions au palais de l'unité. Tant mieux pour vous. Pour dire qu'il proroge, pas qu'il prolonge. Et l'article 18 dit proroger. Oui. La prorogation, c'est l'ajout de la même durée que celle initiale. Statut quo ante bis. C'est-à-dire que si même on admet que le bureau politique avait qualité et compétence pour proroger le mandat, le jour où il a fait, c'est pour 5 autres années. 5 ans à partir de... C'est-à-dire 2016-2021. Oui. Donc, mais ils ont prorogé, ils n'ont pas prolongé. Donc depuis le 5 novembre 2021, il n'y a plus de réunion de bureau politique qui est l'instance habilitée. Et l'autre vice de forme, c'est que comme le 3 novembre, le bureau politique qui statue est déjà hors délai, ce bureau politique ne peut plus juridiquement être convoqué par le président national. Ce bureau politique devait être convoqué par le doyen d'âge. Déjà en 2016. C'est le doyen d'âge qui devait convoquer ce bureau politique qui s'est tenu au palais d'Etoudi. Sauf que ça a été convoqué par un président national déjà hors délai, hors mandat. Ça, je ne sais pas comment vous allez corriger ça. Sauf si votre président national est en même temps votre président d'âge. Mais l'acte de convocation devait le mentionner. Parce que c'est une instance qui convoque. Il faut que l'instance ait la compétence de convocation. Si c'est le président national, c'est le président national. Si c'est le bureau d'âge ou le doyen du bureau politique, le bureau d'âge, c'est le doyen du bureau politique, il le convoque ex qualité. Il ne l'a pas fait. Donc, depuis novembre 2021, il n'y a plus de prorogation. Et le bureau politique est composé de 30 membres, statutairement. Une dizaine nommés, une vingtaine élus par le comité central. Ils sont combien au jour d'aujourd'hui? Maître Claude Biliga va nous dire combien sont les membres du bureau politique vivants. Dans le décompte fait par Maître Bobo, il dit qu'il y a 7 qui sont décédés, qui n'ont pas été remplacés. Encore qu'il n'avait pas été 30 dès le départ. Il n'avait jamais été nommé plus, il était 22 au total. Donc il manquait 8 noms à compléter à l'issue du congrès 2011. Oui. Donc ils n'ont jamais été nommés 30. Ils étaient déjà moins que 30. Et puis parmi les 22 qui ont été nommés, il y a des décédés. Or, le bureau politique siège à une majorité qualifiée des 2/3, si je ne m'abuse. S'il n'y a déjà pas assez de membres pour composer le bureau politique en situation normale, comment vont-ils faire pour que ce bureau politique-là siège avec le quorum pour convoquer le congrès? Parce que la seule option qui leur reste, même pour convoquer le congrès, juridiquement parlant, c'est que le bureau politique le fasse. Or, pour que le bureau politique le fasse, il faut qu'il ait le quorum, qui est en l'état actuel impossible, parce que même celui qui doit compléter le quorum n'est plus président national. Comme je vous l'ai démontré, depuis au moins, là je suis gentil, depuis au moins novembre 2021. Parce que si on peut être un peu plus vicieux, on dira depuis septembre 2016. Si on veut être vicieux. Donc voilà la situation chez eux. Quand ils disent que c'est leurs oignons, non, ce ne sont pas leurs oignons. Parce que si ce parti-là investit un candidat à la présidentielle, nous allons demander au Conseil constitutionnel de vérifier si ce parti, justement, remplit. Parce que c'est ce qu'ils veulent faire, ils vont vouloir faire par. Quand ils disent que tel parti ne peut pas investir tel ou tel autre, c'est parce qu'ils entrent dans les oignons des partis en interne, non?
Quand ils disent que si le FCC veut investir, je ne sais pas moi, Maurice Kamto, il faut que Maurice Kamto démissionne du MRC pour adhérer au FCC avant que le FCC ne l'investisse. C'est quoi leur problème? Ce sont les oignons du FCC et du MRC. Ça ne regarde que nous autres. Mais comme ils veulent qu'on s'intéresse à leurs affaires, on s'y est intéressé. Et on a découvert que la médiocrité généralisée dans laquelle on gouverne le Cameroun, en fait, ils ne font pas exprès. Même leur propre maison, ils ne la balaient pas. La preuve, c'est que leur propre texte, mais je sais pourquoi M. Biliga ne veut pas en parler, parce que c'est très inconfortable comme position, leurs propres textes sont violés. Et si donc, un Minat qui n'est pas celui qui est là, veut faire ce qu'on a fait à l'UPC, au CPP, au PCRN, ben, il y aura une tendance qui va vouloir, au sein du RDPC, que les textes soient respectés et que la violation continue, qu'on voit là, ne se perpétue pas. Maître Claude Biliga, qu'est-ce que vous répondez sur le mouvement de Maître... J'ai répondu. J'ai dit qu'il y a eu deux réunions qui ont eu lieu en 2000. Vous nous rappelez les dates, s'il vous plaît, pour nous les journalistes. En décembre 2017 et en novembre 2023. Il a dit le comité central. Comité central en 2017, c'est ça? 2017 et 2023. Comité central du RDPC. 2017-2023. Allez vérifier. Ok. Alors, sur cette question, Edmond Kamgia, est-ce qu'il y a des risques que le RDPC ne soit pas en mesure d'investir un candidat à l'élection présidentielle au regard des arguments qui sont développés par Maître Ntimbane? En réalité, chaque formation politique a ses textes, a sa procédure pour investir son candidat. Et ce qui est connu de tous, c'est ce que M. Biliga a dit. Et c'est dans l'article, c'est l'article 27, je crois, l'article 27 des statuts du parti. Non, du RDPC. Du RDPC. Des statuts du RDPC. C'est comme si c'est le seul parti. Du RDPC. Vous savez, à l'époque, il y avait le parti unique de fait. Le parti unique de fait. Parce qu'on n'est plus à l'époque. Alors, le RDPC. Il y a on appelle encore le nom du parti. Mais c'est incorrect. Article 27 des statuts du parti. Du parti RDPC. C'est RDPC. Parce que le paragraphe indique que le président national assure la bonne marche du parti. À cet effet, il peut prendre toutes mesures nécessaires à la bonne organisation et au bon fonctionnement, notamment du parti. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le paragraphe 3, article 27. Il est le candidat du parti aux élections présidentielles. Oui, il faut qu'il soit président national pour être candidat naturel. Il est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Voilà ce que disent leurs textes. C'est pour cela que, généralement, lorsque la question leur est posée, ils disent que tout est dans les textes. C'est le candidat à l'élection présidentielle. Mais la réalité, c'est qu'il y a les instances dirigeantes du parti. Et c'est également prévu par les statuts du parti. Les instances dirigeantes du parti, c'est... Article 17. Article 17. C'est le comité, le congrès. Le congrès d'abord. Oui. Ensuite, le comité central et le bureau politique. Le problème aujourd'hui, c'est que les instances dirigeantes du parti ne fonctionnent pas normalement. C'est-à-dire, les congrès se sont tenus, mais de manière insuffisante pour pouvoir, dans les délais, permettre aux candidats naturels de se représenter. Et tout à l'heure, je crois que M. Ndiaye a suffisamment, à travers les dates, démontré que aujourd'hui, il serait difficile, si on respectait, si le RDPC respectait ses propres textes, que le candidat naturel soit celui qui est représenté. Il a démontré, à travers ces congrès qui ne sont pas réguliers, à travers les bureaux politiques qui sont réunis, mais pas de manière régulière, et chaque fois que, à travers les prolongations de mandat, la possibilité pour le candidat naturel d'être candidat, 5 ans après, on se rend compte que les délais ne permettent plus aujourd'hui aux candidats naturels réguliers d'être encore candidats. Et c'est toute la polémique. Et c'est ce qui suscite toute la question qui a été posée tout à l'heure. C'est-à-dire, le RDPC, déjà, qui est au pouvoir, et qui n'applique pas les lois camerounaises, parce que les lois même qui sont votées par le législateur ne sont pas appliquées, ou alors sont mal appliquées. Et on se rend compte que même dans le RDPC, leurs propres textes ne sont pas appliqués.
C'est un débat certes interne au RDPC, mais nous débattons de cela aujourd'hui parce que c'est parce que le parti au pouvoir, qui est censé montrer l'exemple, devrait, parce que c'est le rassemblement RDPC, Rassemblement démocratique du Cameroun, il est censé être le modèle de démocratie au Cameroun. Mais malheureusement, ça va être très difficile pour ce parti-là. Mais je dois préciser, comme dans la Constitution, il n'y a pas de limite d'âge. Dans le RDPC, il n'y a pas de limite d'âge. Dans la Constitution, il n'y a pas de limite d'âge pour être candidat. Donc, cette question-là, je ne sais pas si on peut dire qu'elle est résolue sur le plan de la limite d'âge. Et dimanche dernier, je parlais de la question d'opportunité. Et je pensais que par rapport à l'opportunité, il aurait été de bon ton que le chef de l'État, qui est par ailleurs président national du RDPC, sorte par la grande porte. Virtuellement. Sorte par la grande porte. C'est-à-dire, se retire de la politique par la grande porte pour laisser un grand message. Non seulement à son parti, mais à la nation. Mais je me pose des questions. Est-ce qu'il saura nous écouter? Est-ce qu'il saura écouter les frustrations du peuple camerounais? Est-ce qu'il saura écouter les peurs, les angoisses des Camerounais face au lendemain incertain? On dit que ce sont ses Je dis collaborateurs. face au lendemain incertain. Parce que l'année 2025 est réputée être une année pas seulement difficile sur le plan social ou économique, mais incertaine par rapport à la paix sociale, par rapport à toutes les attentes des Camerounais dans une société qui est le respect des droits de l'homme, le respect de la démocratie. Alors, Maître Augustin Gueffak, ces débats, je crois que le professeur Jacques Famdongo l'avait déjà ouvert, en tout cas avait apporté une participation à cet échange sur la question de l'investiture du candidat du RDPC, notamment du candidat Paul Biya à l'élection présidentielle 2025, dans une sortie qu'il a effectuée en décembre 2024. Et les arguments qu'il convoquait, il disait que si on prend, par exemple, la question, si on prend sous l'angle de la Constitution donne bel et bien le droit au président de la République d'être un nouveau candidat, parce que la Constitution dit qu'il a un mandat de 7 ans et il est rééligible. Sauf que, à côté de ces dispositions, le problème qui se poserait en ce moment serait la question de l'investiture, de son investiture au sein de sa formation politique. Et là, le professeur Jacques Famdongo estime que toute la base militante est avec le candidat du RDPC au regard, par exemple, de tout ce qu'on a observé comme mobilisation le 6 novembre dernier. On a bien vu que la base, n'est-ce pas, est d'accord, a d'ailleurs appelé le président candidat à, je veux dire, une fois de plus, à solliciter un nouveau mandat à la tête de l'État, et que même si on prend sous l'angle du code électoral et beaucoup d'autres textes, eh bien, la question de la candidature du président Biya ne se pose pas. En principe, lorsque ce développement a été fait, le débat devrait être clos, non? Duval, nous sommes ici. Même s'il a demandé lui-même, le professeur Jacques Famdongo, dans la chute de son communiqué, que le débat soit fait. Nous sommes ici 5. Que chacun se parle à lui-même et récite de l'intérieur 5 nouveaux noms des amis qui sont devenus membres du RDPC. Que chacun garde ça pour Non, je n'ai pas compris. Bon, j'ai dit que nous sommes 5 autour de cette table. Oui. Qu'intérieurement, chacun cite 5 de ses amis qui ont pris nouvellement les cartes d'adhésion dans le RDPC. Cette carte pour 3 dernières années. Ça, chacun fera son point pour répondre à cette base qui s'y intéresse. Moi, j'ai été plutôt intéressé par son deuxième point, qui dit que article 27, Oui. alinéa 3. Oui, que Edmond vient de citer tout à l'heure. Oui. C'est un truisme. C'est un secret de polichinelle. C'est le président de chaque parti politique qui est candidat à l'élection présidentielle. En principe, enfin, généralement. Alors, comment on devient président d'un parti politique? Moi, je m'attendais à ce qu'il se conforme à l'exigence du MINAT. Commencer à apprendre à respecter la loi. Comment on devient président du RDPC? Je m'attendais à ce que le professeur Famdongo nous commente les articles 17, 18, 19, 20 et 21.
de leur livre jaune. C'est le Congrès qui élit le président aux 2/3 des membres. Ça, on appelle ça le marteau. Ceux qui avaient rédigé ça n'avaient pas le courage de dire que le mandat doit être limité. Mais cette exigence-là, ça empêche les militants du RDPC d'organiser le congrès. Parce que quand vous comprenez la structure du congrès, ministres délégués, hauts fonctionnaires, tous, ils sont connus, élus de la nation du RDPC, ils sont connus. S'ils sont 1200, parce qu'ils sont connus, leur loi dit que le président, c'est celui qui sera élu par le 2/3. On n'a pas dit le 2/3 des membres présents. C'est-à-dire que vous devez diviser 1200 par 3 et que c'est les 2/3, c'est-à-dire 800, au moins, qui choisissent. Vous voyez les membres du RDPC en train d'entrer tous. Il dit que nous venons au 2/3 pour élire le patriarche. Entre eux, ils ne vont pas se regarder. Parce que tous sont influencés par le rapport que les évêques ont déposé là. Il y a une partie qui dit que non, le père doit aller se reposer. Prenez juste des deux communiqués. Le ministre de la Communication et l'autre. L'autre dit qu'on est déjà en campagne. Le ministre de la Communication dit non. Le président n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Vous voyez, il y a deux camps dans le RDPC. Un camp qui dit nous sommes déjà en campagne et le camp officiel, il dit non. Notre candidat, il n'a pas encore dit qu'il sera candidat. Ça veut dire que si on va aux élections, il y aura deux blocs. Ils n'auront jamais les 2/3. C'est pourquoi ils esquivent. C'est pourquoi le ministre de la famille Nogo, lui aussi, il ne veut pas nous dire comment on devient président. Oui, ils ne peuvent jamais tenir le congrès. C'est ça la raison. Deux, ce n'est pas le comité central qui proroge, mais c'est le bureau politique. Article 18. Donc lui, il a raison de dire qu'il ne nous explique pas. Parce qu'il sait que le bureau politique ne peut pas, le comité central ne peut pas le faire. Or, ils sont 30. À l'heure actuelle, il faut 2/3. Ils sont moins du 2/3 vivants. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas. Le RDPC, j'ai déjà dit, n'a pas de candidat pour les élections prochaines. Si eux, ils commencent au moins à apprendre à respecter la loi. Et vous dites, Jean-Claude Biléga, que vous avez effectivement un candidat. Ben, vous savez, on peut rêver. Hein. Vous savez, il y a des gens qui tremblent à l'idée de nous avoir encore. Non, non, et là, ils sont la première fois de ma vie, je suis. Parce que là, il est en train de décortiquer les textes de base du RDPC. Maître Biléga. Je vous fais une confidence. Pour la première fois de ma vie, s'il y a une motion de soutien qui passe pour demander à M. Biya d'être candidat, mon double va signer. Je fais cette confidence. La question c'est que je rêve de voir M. Kanto candidat, mais il a dit lui-même qu'il savait que en ne pas allant aux élections de 2020, il savait qu'il ne serait pas candidat. Il a dit lui-même. Dans tout ce que vous disiez là tout à l'heure, c'était pas dit qu'il prenait le risque. Il avait répondu sur autre chose. Il a répondu sur autre chose quand il était sur la candidature. Mais j'ai répondu que notre candidat sera là et que je dis que pour mes amis de MRC, leur propre candidat avait dit il y a 5 ans, en boycottant, qu'il savait qu'il ne serait pas candidat. Donc tout ce développement que vous allez vouloir faire là, en ce sens de FCC, en trouvant des moyens pour qu'il soit... Lui-même avait dit, lui, le grand professeur, savait qu'en boycottant les élections, il ne pourrait pas être candidat. Il sera candidat, je vous le dis. Mais sur cette question-là, peut-être pour clarifier en 2 secondes avant de partir, la question c'est la candidature du MRC ou la candidature du professeur Kanto? Je reprends ce que Kanto a dit. Je dis et je reprends bien. C'est lui qui l'a dit. Lui, il a essayé de tempérer. Mais c'est lui qui l'a dit qu'en venant, en boycottant, lui, professeur Kanto, n'a pas parlé du MRC, savait qu'il ne pouvait pas être candidat.
Ok. Voilà. On va s'arrêter là pour ce dimanche. Je vous annonce solennellement dans Maître Biliga. Vous n'êtes pas professeur Kanto. Oui, lui-même a dit qu'il n'est pas né avec écrit sur son front président de la République. Mais j'ai dit que ça là c'est pour lui. Parce que moi je dis qu'il sera président. Mais vous n'êtes pas candidat, vous n'êtes pas président. C'est déjà à la présidence. C'est moi qui le dis, je le dis, je l'assume, je ne parle pas par procuration. Lui, le professeur Kamto a dit qu'il n'est pas né avec écrit sur son front président de la République. Je dis que oui, nous prenons acte, mais c'est vous qui dites ça. Pour nous, 2025, vous serez président de la République, c'est terminé. Vous allez passer le débat de l'investiture. Merci, cher maître, merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Joseph-Claude Biliga, merci infiniment pour le sacrifice que vous avez fait. Oui, c'est un plaisir d'être sur le plateau avec mes jeunes confrères. Merci également à vous, Roland Diéou, d'être venu. C'est un plaisir. Merci Edmond Kamgia d'avoir participé aux échanges. Maître Augustin Gueffard, infiniment merci. Merci. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir regardé cette autre livraison de droits et réponses de ce dimanche. Excellent dimanche à tous et à très bientôt. Au revoir.